Et ravie de partager ce moment sur un sujet qui m'est cher avec toi et avec vous tous pour passer un moment dans l'ouverture du cœur. Écoute, c'est avec plaisir que déjà nos deux communautés se retrouvent, qui s'intéressent à des sujets qui sont, on va dire, assez proches. De mon côté, je suis très heureux parce que j'ai reçu mon livre hier. Donc là, c'est en deux. Donc je l'ai enfin entre les mains. Ça fait bizarre, hein, c'est sympa. Il est vraiment beau. Je l'ai reçu hier. Il va être disponible dans quelques jours en France, pas au Maroc encore malheureusement. Je suis au Maroc, je l'ai reçu. Voilà, je viens de l'avoir entre les mains, donc c'est un grand moment d'émotion. Donc je suis très heureux de pouvoir le présenter. D'ailleurs, je traite pas mal de ces sujets dans le livre. Il y a pas mal de chapitres qui sont sur les conditionnements de façon générale chez l'être humain, ce que j'appelle vulgairement les nœuds dans mes ateliers. Donc il y a pas mal de chapitres qui traitent de ces sujets. Et voilà, normalement il va être disponible en France dans 2 jours, dans toutes les librairies et en ligne sur Amazon et sur Fnac. Et c'est le chemin, le titre, hein, le chemin. Le titre c'est Le chemin. Et donc pourquoi le chemin? Parce que d'abord j'ai voulu ce livre comme un compagnon de chemin pour mes lecteurs. C'est pas un livre qui se lit, c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est un ouvrage un peu hybride. J'ai pris le pari d'être très, on va dire, innovant. Et du coup, c'est un mélange. Il y a 32 pensées, il y a des méditations, il y a 32 chapitres qui traitent en fait de sujets très différents, qui s'entrecroisent, qui se retrouvent. Donc du coup, il peut être lu du début à la fin. D'ailleurs, je l'ai fait hier. J'ai lu la moitié du livre toute la nuit comme si je ne le connaissais pas. Et c'était assez drôle comme expérience, alors que c'est moi qui l'ai écrit. Et je me suis dit, il se lit quand même bien. Ça se lit très vite. Il y a du rythme. Il y a beaucoup de rythme dans le livre. Et on peut l'ouvrir comme un tarot. Voilà, je peux faire l'exercice. Par exemple, je vais prendre 2 bouquins. Allez. Au hasard. Une page au hasard. Voilà. Alors, il y a une pensée. Là, j'ai ouvert au hasard, page 140. Donc, je vous montre. Bon, malheureusement, on voit pas le. Donc, vous voyez une pensée à gauche avant le chapitre. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la pensée? Ce qui vaut le mieux pour les autres et ce qui vaut le mieux pour toi, car tu ne fais qu'un avec eux. Peut-être une belle pensée pour démarrer notre. Ce qui vaut le mieux pour les autres est ce qui vaut le mieux pour toi. C'est ça, hein? Ouais, exactement. Ouais. Et les autres, là, a priori, si vous êtes là, c'est que ce sujet vous titille. Il y a quelque chose que vous êtes dit, tiens, ça nous parle, la dépendance affective, on va aller jeter un coup d'œil. Peut-être savez-vous déjà que vous l'êtes, en tout cas que vous avez un comportement en lien avec ça, ou peut-être pas. Peut-être que vous allez le découvrir. Et donc, on est tourné vers vous à partir de nous. Alors juste, et c'est drôle, le chapitre, ça tombe bien dans la discussion, donc le chapitre qui est traité juste après la pensée, c'est pourquoi ne faut-il pas juger. Donc je trouve que ça résonne pas mal avec. Donc il a bien fonctionné comme un oracle, il a joué son rôle. C'est un beau cadeau. Ouais. C'est un beau cadeau et quel beau sujet du jugement, du non-jugement de l'autre et qui commence évidemment par le non-jugement de soi, et d'être doux et douce avec soi-même, pouvoir l'être avec les autres parce que parfois quand on est jugeant avec les autres, peut-être qu'on juge une partie de nous, peut-être. Tout à fait. Et que la dépendance affective, ce chemin qu'on va prendre ce soir, en tout cas, avec l'intention, pour ma part, de vous inviter à être vraiment dans votre cœur. Parce que tout part là. C'est la vie et c'est l'amour. C'est tout ça en même temps. Alors, je vais me permettre de lire le premier paragraphe, parce qu'en fait, c'est drôle, ça va exactement. C'est marrant, la vie est bien faite. Donc, c'est
une question très intéressante et la réponse est quelque chose que je considère comme un enseignement spirituel d'une importance capitale, le non-jugement. Malheureusement, depuis notre enfance et par ignorance, on nous apprend à tout juger en permanence. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est grand, ça c'est petit, ça c'est malsain, ça c'est sain. Depuis qu'on est petit, on est entraîné à juger dès qu'on rencontre quelqu'un. On le juge avant même de le rencontrer. On juge tout. On juge les situations, on juge les événements, on se juge nous-mêmes. Notre vie est un constant flux de jugements qui s'enchaînent. C'est la réalité. On est d'accord. Et à cause de cela, on a beaucoup de mal à être tolérant. Merci pour ce passage, c'est précieux ça. C'est précieux. Et de prendre conscience qu'on a un formatage et un conditionnement, c'est pas facile. Et c'est marrant parce qu'avant ce live, j'ai sorti ces lunettes que j'utilise de temps en temps qui symboliquement symbolisent nos conditionnements et notre formatage. Je les mets à un moment juste pour que ça peut-être vous interpelle ou pas, ça vous appartient. Et à travers ces lunettes, en fait, dedans, il y a ce que tu nous as décrit. Il y a tout ce formatage, il y a tout ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on se construit comme ça. Et on ne se rend pas compte qu'on porte ces lunettes. Elles sont collées à nous. Et c'est extraordinaire sur ce chemin qui me parle, qui est, tiens, et si tu te rends compte que tu portes des lunettes et que tu les enlèves et que tu les mets à distance et que tu nettoies ton filtre de conditionnement, qui tu es derrière tout ça. Exactement. Et donc, merci pour ce non-jugement. Et en fait, oui, finalement, la vie, c'est un constant flux de jugement. En tout cas, c'est comme ça que le mental opère. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, d'ailleurs. Donc, il ne faut pas non plus le rejeter. Il faut juste en être conscient qu'en permanence, nous jugeons tout. D'abord nous-mêmes, l'extérieur, les autres, les situations. Et c'est ces flux de jugement qui caractérisent quelque part notre interface, c'est comment on traite le réel et comment on traite les autres aussi. Et un de ces plus grands filtres, c'est celui dont on va parler, c'est celui de la codépendance affective, parce que on crée des ancrages. On crée des ancrages entre nous et d'autres, en pensant, en croyant, par ignorance, que certaines choses nous appartiennent, alors que nous ne nous appartenons même pas à nous-mêmes. Et je pense que c'est un bon, on va dire, un bon angle d'attaque, parce que ça commence, c'est beaucoup aussi lié au jugement, parce qu'on se permet, c'est comme ça qu'on nous a éduqués, on se permet de tout juger. Si on était dans une posture plus sage de celle que j'appelle de l'observateur neutre, de celui qui constate, la conscience, qui constate les phénomènes, le jugement s'estompe. Et donc, du coup, on va dire, par ricochet, les dépendances affectives ne se créent pas non plus. Parce que en étant dans cette posture plus sage de la conscience qui observe, on est dans le respect total de la liberté de tout ce qui nous entoure. Car la caractéristique même du vivant, c'est sa liberté. Que ça soit au niveau d'un astre aussi grand qu'une étoile, jusqu'à nous petits êtres humains, nous sommes dans une liberté totale de conscience, de cheminement, d'évolution. Une fois qu'on comprend ça, on ne peut que le respecter. Et du coup, il est très difficile de poser ce que j'appelle des ancrages pour créer la codépendance émotionnelle, de laquelle on se nourrit de façon toxique. Oui, et aussi cet aspect du jugement, tu disais se juger soi-même, quand on est dans la dépendance affective, on est très dur avec nous-mêmes. C'est-à-dire cette partie de nous qui est dépendante, on la maltraite un peu, on verra après les causes, mais en tout cas, on va la voir en étant en colère contre elle. Mais lâche-la faire, arrête d'être attaché comme ça, arrête d'attendre le texto comme si tu arrêtais de vivre. Et on est dur avec cette partie-là, elle nous énerve, cette partie de nous, quand on a cette dépendance. Et si on arrêtait justement de la juger et juste l'accueillir avec le cœur, en lui disant « Ok, t'es là, ça a du sens, tu t'es construite comme ça, et maintenant on va faire autrement »,
Donc ce non-jugement, en tout cas, moi, il me parle beaucoup dans la vie, mais beaucoup aussi envers soi-même et envers nos parts blessées ou nos parts d'ombre, et de les accueillir vraiment, comme tu disais, cet observateur neutre qui a pas de jugement et qui prend cette partie-là juste avec le cœur. Et ça change tout. Et c'est la chose la moins facile, je crois, à faire. Oui, c'est une question de conscience en fait. La conscience, c'est mettre de la lumière sur les parties d'ombre, comme tu as dit, et donc sur l'ignorance. L'ignorance étant quelque part, ça vient pas de moi, ça vient d'un être qui m'est très cher et que j'ai beaucoup étudié, qui s'appelait Gautama Buddha, qui disait que le roi de tous les maux, la reine de tout, selon comment on voit les choses, en tout cas, la racine de tous les maux est l'ignorance. C'est cette ignorance sur nous-mêmes et sur le fonctionnement de l'univers qui nous amène à réagir à ce genre de schéma. Alors qu'en fait, tout ce qui se passe autour de nous, et notamment les moments où on est touché, les moments où on est blessé, les moments où on est titillé par justement ces espèces de cordons qui nous lient. On va parler là de personnes, parce que je pense que on peut être codépendant affectivement aussi d'autres choses que de personnes, mais dans le cas les plus fréquents. Et en fait, tout ce qui se passe ne fait que, quelque part, mettre en perspective des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on oublie, c'est que le monde extérieur est là que comme un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et réciproquement, ce qui se passe à l'intérieur, après, a un écho vers l'extérieur. Ça fonctionne par vase communicant. Et ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est effectivement, on va rentrer dans un côté pratique, parce qu'on les pose, ces codépendances émotionnelles, qu'on le veuille ou pas, à des niveaux différents pour les uns et pour les autres. On peut être sur des niveaux très aigus, voilà, dans une relation mère-fille, par exemple, hyper fusionnelle, voilà, je pense que ça parle à pas mal de monde, cet exemple-là, où voilà, c'est très fort, c'est très lié, ça tape beaucoup, ça pulse. Et aussi, on peut être dans une codépendance émotionnelle beaucoup plus faible, mais dans tous les cas, ça touche quelque chose à l'intérieur de nous. Et le plus intéressant, c'est de s'arrêter et de ne pas juger l'extérieur. Ne pas dire, ah, tiens, il m'a fait, ou c'est à cause de, ou c'est parce que. Et le plus intéressant à ce moment-là, c'est de s'arrêter, de se dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? À quoi ça fait écho à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça fait bouger? Et surtout, qu'est-ce que ça m'enseigne sur moi-même? Et c'est cette posture, c'est ce switch qui est difficile à faire. Parce que quand on est dans la vie, de tous les jours, ben ça va très vite, on est touché, on réagit. On ne prend pas ce moment d'arrêt, de se dire, OK, non, ça se passe à l'intérieur de moi. C'est là que je dois creuser. C'est pas en accusant l'autre, en blâmant l'autre, en toujours rejetant la faute à l'extérieur, parce que nous sommes des spécialistes. Quand je dis nous, je parle de la communauté humaine et à des grands diplômes en la matière. Hein. C'est un héritage ancestral chez nous. Tout le temps en train d'accuser l'extérieur. C'est toujours la faute de quelqu'un, de quelque chose, d'un système. C'est la faute. La faute est toujours à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Et puisqu'on est dans l'affect, moi je suis passionnée par la relation amoureuse. Et dans les couples, là, c'est pas moi, c'est toi. C'est d'une banalité incroyable. Et les fameux tu qui tue, Ouais. et tu, et qui tue la relation. Et c'est vrai que si on retournait, alors pas quand on est dans le moment de colère, évidemment, où tu es dans la tristesse, où tu es complètement blessé, tu vis le truc, donc tu es un peu collé dedans, tu es collé, il y a les lunettes qui sont sur ton nez et tu as le cœur blessé. Il peut prendre un temps et de voir comment on peut prendre du recul et se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça, et comment l'autre est un magnifique cadeau, après coup, le cadeau déguisé, un magnifique cadeau, un magnifique révélateur de ce qui se passe chez moi. Et ça, c'est juste magique pour grandir, parce qu'on est tous sur ce chemin de grandir. En tout cas, il y a un auteur qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, Carlos Castaneda, qui a fait connaître le chamanisme à travers beaucoup d'ouvrages. J'aimais bien le terme qu'il employait, les petits tyrans. Donc les petits tyrans,
différents qu'on a j'ai retenu ce mot dans mon propre vocabulaire. Et j'aime bien cette terminologie. Les petits tyrans, en fait, ils sont là pour nous apprendre sur nous-mêmes. Et donc, au lieu de les blâmer, il faudrait mieux les remercier. Et c'est, on va dire, une des choses les plus efficaces à faire pour notre propre évolution personnelle. Ouais. C'est ce que j'adore, moi, dans cette pensée ancestrale hawaïenne d'Ho'oponopono, où tu ta part et tu pardonnes, tu vas jusqu'au pardon, et juste c'est un magnifique moyen de guérir le cœur, et ça part de quelque chose d'extérieur souvent. Du coup, pour revenir à nos moutons, un autre sujet, toi qui es derrière l'écran et tu te dis ok, c'est bien beau, et la dépendance, moi je la vis tous les jours, hein, elle est dans mes tripes, hein. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et du coup, comment tu l'exprimes, cette dépendance? Comment chacun de vous, est-ce que peut-être que vous en êtes conscient, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, en fonction de chacun. Il y a plusieurs façons d'exprimer la dépendance. Tu as donné l'exemple de la dépendance parent-enfant, hein, c'est vrai, dans ce lien-là des parents envers leurs enfants et ensuite des enfants avec leurs parents. C'est une forme de dépendance qui est un peu masquée en fait, parce qu'elle paraît presque un peu normale. C'est presque... elle est viscérale. Ouais. C'est plus compliqué. C'est ça. Il y a un côté qui est très particulier. Hein. Et il y a celle qui est dans la relation amoureuse, où tu es sûr où on est le format du too much. J'en fais des tonnes en amour, je donne tout, je me suradapte. Et après, évidemment, tu es en attente plus. Et donc, méga déçu. Et tu es un peu sur le dos de ton ou ta partenaire. Donc ça, c'est une dépendance qui est toxique. Quelque chose c'est un besoin. C'est pas j'ai envie d'être avec toi, c'est j'ai besoin d'être avec toi. Il y a un manque. Il y a une addiction presque, on devient addict au lien à l'autre. Et puis, il y a une autre forme qui est plus masquée dans notre société, je ne sais pas ce que tu penses de celle-ci, qui est plutôt le partenaire fuyant, mais qui dépend de l'extérieur. C'est-à-dire que ce manque, il va être nourri par le too much dans le travail, dans le sport, dans les potes. Du coup, il est plus masqué parce que dans notre société, dans cette version 3D, on va dire, c'est le formatage. C'est normal. Ah oui, complètement. On pourrait même les énumérer, hein, comme tu as dit. Si on devait faire une espèce d'échelle, ça pourrait aider. D'ailleurs, je ne me suis jamais lancé dans cet exercice, donc ça peut être intéressant. On mettrait peut-être en numéro 1, voilà. Moi, je mettrais quand même la dépendance avec la maman, parce qu'il y a le côté viscéral, il y a quelque chose de vraiment très très fort. Mère-enfant. Ensuite, je mettrais couple, parent. Surtout quand il y a des enfants. Après, tout ce qui est relations familiales, donc frères et sœurs, etc. Les amis aussi, hein, la sphère proche, amicale, la sphère professionnelle, les gens avec qui on est en relation dans le travail. Hein, quelquefois, on a des ennemis, on a des dépendances, hein, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, hein, selon des gens qui nous poussent vers le haut ou vers le bas, ou des gens avec qui on est en compétition, ou pour les sportifs, par exemple, ça marche très bien. Il y a une espèce de codépendance qui se crée avec d'autres parce que ça les pousse à se dépasser, etc. Et donc, ils créent une espèce de liens qui vont les aider, hein, consciemment ou pas. Puis, on peut aussi noter les dépendances affectives aux produits, aux différents produits, que ce soit alimentaire. Le sucre, par exemple, c'est une dépendance affective. Hein. Il y a une sorte de dépendance à la nourriture, à différentes formes de nourriture, aux drogues, bien sûr, tout ce qui va apporter, on va dire, une altération de la psyché humaine. L'alcool, par exemple, il y a des gens qui développent une forme de dépendance, hein, affective avec la boisson. C'est comme ça devient un compagnon, etc. Et puis, plus loin, après, il y a même une dépendance, je dirais, affective avec notre propre ego. Et celle-là, elle est peut-être encore plus subtile. Aussi. Donc, on irait dans les couches, on va dire, plus spirituelles, plus difficiles à percevoir. Mais voilà, on voit qu'il y a un tas de... Il y a une longue liste de dépendances qui caractérise aussi ce qu'on appelle moi, nous. C'est toutes ces dépendances
ensemble qui crée notre personnage, comme tu l'as mis avec les lunettes. Ben voilà, ce personnage-là, il est créé par toutes ces dépendances-là. Et ce qui fait peur, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Une fois que j'enlève tout ça, il reste quoi? Et c'est là où il y a le grand vide, c'est là où rentre mon rôle, en fait, je veux dire, d'enseignant spirituel. C'est là où il y a l'autre monde, hein, j'appellerais le monde essentiel, le monde primordial, l'essence. Elle est derrière tous ces jeux de masques, de dépendance, de codépendance émotionnelle, etc. Mais il faut être conscient un peu de tous ces systèmes, parce que c'est comme ça que l'ego se construit aussi. Hein. Il faut pas oublier que c'est très lié à la formation de l'ego chez l'être humain. Et donc, oui. À un moment donné de notre vie, quand on s'est construit dans notre enfance, notre adolescence, ça a eu du sens. C'est des armures, c'est des protections. Ça a été vital. Bien sûr. Et ça joue son rôle. Moi, je donne souvent cette image. D'ailleurs, j'ai un chapitre dans le livre que j'ai appelé les nœuds, tout simplement. Et moi, j'appelle ça les sacs de nœuds. Voilà, on passe depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. En fait, on se remplit de nœuds. Alors, c'est des chocs émotionnels, des codépendances. Et en fait, ces nœuds, ils sont créés comment? Tout simplement par notre interface qui est constituée de nos 5 sens et de notre mental. C'est notre interface avec le réel. C'est comme ça que c'est ce que le divin nous a donné comme outil pour expérimenter la vie. Et puis petit à petit, on accumule ces nœuds, et ce sac de nœuds, ce gros sac, c'est notre personnalité. C'est ce que j'appelle moi Moundir, toi Amel. On s'identifie à ce sac de nœuds qui est créé. Et ce qui est drôle, c'est qu'on voit qu'au fait, à un certain moment dans la vie, on se pose toutes ces questions et commence à dénouer. On se dit, ah tiens, il y a tout ça. On commence avec la première pelote, la deuxième, la troisième. Et c'est drôle. Sans fin. Je crois que c'est sans fin. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est de voir et ça rejoint un peu si tu veux, le rythme naturel de la fréquence de la vie. Parce que la fréquence, elle est sinusoïdale, tout est sinusoïdal. Donc une sinusoïde, c'est un vortex inversé, c'est un tore aussi quand on le met en 3D. Et en fait, il y a toujours la période ascendante qui monte et la période qui descend dans la fréquence elle-même. Et du coup, on arrive tout neuf, avec une conscience divine, pure, avec aucune conscience en fait de l'ego de nous-mêmes. On se remplit, on se conditionne, et puis à un moment, hop, on commence à dénouer, et on voit, quand le travail est bien fait, bien sûr, on voit de moins en moins, on voit des personnes en fin de vie qui ressemblent à des bébés, qui redeviennent des enfants. C'est comme si on refait la machine, le chemin arrière, pour se redéconditionner et retrouver en fait ce regard de l'enfance innocent, neutre, pur, etc. Dans l'amour. Dans l'amour. Yes. Et par rapport à ce vide dont tu parlais, ce vide qui est nourri, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et ce qui est beau dans ce chemin, et tu parlais de l'ego, je sais que moi, j'ai mis des années à me rendre compte qu'en fin de compte, mon ego m'aimait, mais pas moi, et pas mon être. Mais mon ego m'aimait, je pensais m'aimer, avoir confiance en moi, jusqu'au jour où la vie, elle va donner des bonnes baffes pour me dire, hé, stop, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est ton ego qui fait tout ça, mais au fond, derrière, est-ce que vraiment t'es dans le respect de toi, dans l'amour de toi, dans l'accueil de toi, dans la reconnaissance avec toutes tes parts? Et quand la réponse est non, tu te dis, ah oui, le voyage d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est courageux d'ailleurs, je trouve. Je trouve que c'est la chose la plus courageuse. D'oser faire ce voyage, d'oser apprendre à être dans l'ouverture du cœur ou dans notre être, dans notre âme, d'oser aller voir ça derrière, d'oser dénouer, se déformater, soigner nos blessures. Moi, je vais appeler ça notre enfant intérieur blessé. Aller le soigner, l'apaiser. C'est un chemin magnifique de liberté dont tu parlais au début, de non-jugement, de justesse, c'est juste. Et c'est un beau détour. Et la dépendance affective, en fait, quelque part, je trouve que c'est un cadeau déguisé.
Ouais. Ça vient te montrer, ça vient te prendre dans les tripes. Tu disais c'est viscéral, mais j'ai aussi eu des cas, et moi-même dans ma vie, où ça a été viscéral, même dans des relations amoureuses. Ce truc viscéral dans les tripes quand tu vis une séparation et que tu as de la dépendance affective, tu te dis ah, c'est quoi ce truc? C'est un ouragan, c'est un tremblement de terre. Et quand tu t'en rends compte par la douleur, par exemple, ben là, tu peux décider ou pas de sortir de tout ça. Ouais. Et là, ça devient un cadeau magique d'être libre, d'être toi, non plus en manque de tout ce qu'on a pu citer, en manque de lien, en manque de soi, en fin de compte, en manque de notre être. Et une fois qu'on arrive à aller là-dedans, tu te dis waouh, ça transforme tes relations affectives de toutes sortes. Donc, par quel mot J'aimerais bien aborder aussi le côté chimique de la chose, parce qu'il y a un côté, on va dire, plus biologique, parce qu'en fait, il y a une chimie qui est générée aussi. On est addict. Il y a une addiction. Parce que si on prend le phénomène de possessivité, de jalousie, on va dire, d'émotions fortes générées par les codépendances émotionnelles et affectives qui sont intenses, il y a aussi une addiction. Et puis cette addiction, elle passe par la chimie du cerveau aussi, qui génère certains, on va dire, certaines substances auxquelles on devient addict aussi. Et il y a une vraie addiction. On voit que les gens deviennent addicts à la codépendance émotionnelle. S'il n'y en a pas, il y a quelque chose qui manque. Il y a le manque qui se manifeste. Et je trouve aussi c'est un angle intéressant parce que quelque part il y a ce côté un peu, j'utiliserai le terme junkie, chez l'être humain, on a de tout en fait, que ce soit des possessions, de la nourriture, de tout en fait. On est un peu drogué à tout. Et celle-là, c'est une drogue qui est plus, on va dire, vicieuse parce qu'on la voit pas, elle se mesure pas, mais elle est vraiment réelle. Et il y a une vraie addiction, à la codépendance émotionnelle. C'est un shoot. On en a besoin. C'est quoi? C'est un shoot Et d'ailleurs, il y avait un très beau sketch d'un humoriste d'origine marocaine que vous connaissez tous qui s'appelle Gad Elmaleh. Et c'était, je crois, c'est son deuxième spectacle, donc ça remonte à 20 ans. Et il jouait le rôle du gars qui rentre chez lui et tout va bien, mais il a besoin de son shoot de codépendance et il cherche le problème avec sa femme. Et il lui dit, et toi, comment ça va? Et il la pousse. Et donc le sketch, ils se battent et tout ça, c'était pour à la fin, pour fumer sa cigarette et dire, bah ouais, tu vois, tu ne comprendras jamais. Et je trouvais assez drôle au niveau humoristique, c'est un peu, c'est un peu ça, parce qu'il y a besoin de ce shoot-là, en fait. Ce shoot de se prendre la tête, de se confronter, de taper comme ça et de sentir tout ce que ça génère. Yes. Ouais. Ça me fait penser aux blessures, quand on se construit, à ces blessures de rejet ou d'abandon qui sont très liées à la dépendance affective, consciente ou pas, souvent elles ne sont pas conscientes, et qu'en fait c'est un peu comme si notre cerveau inconscient, il avait pris pour message aimer égale être rejeté, aimer égale maltraité, aimer égale être abandonné, et du coup on rejoue ce qui nous a construit. Et donc là, aller chercher le combat et tout, c'est quelque chose qui va se faire automatiquement quand on porte ça. Et le fait de le rejouer, c'est ça qui est top dans la vie, c'est comme une pièce de théâtre, le fait de rejouer ces scènes, ces rôles, boum, ça nous fait prendre conscience qu'on les rejoue et qu'on se dit, tiens, il y a peut-être un souci là, si c'était avec cette personne, et si ça venait de moi. Et là, ça devient intéressant parce qu'on reprend le pouvoir sur notre vie, on reprend le pouvoir sur notre cœur, on redonne les rênes à notre être, à notre âme, si on peut l'appeler comme ça. Et là, c'est notre vraie vie. Ça devient intéressant. D'ailleurs, dans mes retraites que je donne souvent, j'ai presque une demi-journée où je traite que du sujet de l'amour. C'est l'amour avec ce que j'appelle dans mon livre avec un grand A versus
l'amour contemporain. Et donc, j'y consacre presque 2 heures sous forme de conférence où j'explique, parce que je pense que c'est un des plus grands problèmes qu'on a dans notre société moderne, c'est cette confusion entre l'amour avec un grand A, d'ailleurs avec la correctrice de l'éditeur Guy Daniel. J'ai eu beaucoup de discussions avec elle. Pourquoi garder un grand A? Parce qu'en français, c'était pas correct. De garder un grand A. Alors, dans mon livre, j'ai gardé 2 majuscules. J'ai gardé le A quand je parle d'amour inconditionnel, avec un grand A, et un grand D pour le divin. Et du coup, ça a été un débat là-dessus, parce qu'en langue française, on n'est pas des majuscules pour ces mots-là. Mais comme dans la langue française, il n'y a pas d'autres synonymes pour parler d'amour, c'est un peu compliqué. Alors, quand on parle de l'amour avec un grand A, on est à milieu, je dirais même on est à l'extrême opposé de ce qu'on appelle amour dans le langage commun et dans la civilisation moderne dans laquelle on évolue. Donc, ce qu'on appelle amour avec un petit a, c'est d'abord la codépendance affective et tout ce qui en résulte, on va appeler ça amour. La possession, on va appeler ça amour. La jalousie, on va appeler ça amour. Toutes les formes de codépendance émotionnelle, on va les appeler amour. Alors que c'est l'inverse de ce qu'est l'amour avec un grand A. C'est ça qui est drôle. Et là, il y a un déformatage total à faire parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'amour. On nous a mal orientés. Et c'est pas de notre faute parce que c'est le monde dans lequel on vit qui est fait comme ça. C'est notre éducation, c'est le système. Alors que dans certaines langues, en arabe classique, il y a plus de 42 synonymes pour décrire l'amour. D'ailleurs, il y a un très bel ouvrage de Ibn Arabi qui traite des 42 noms de l'amour. Voilà, il y a un manque de lucidité, de richesse, et l'amour avec un grand A, c'est la force universelle, c'est l'étincelle première, c'est le divin omniprésent, omniscient, c'est le tout, le rien, c'est la base de la vie, et c'est la vie elle-même. C'est l'énergie d'évolution de la vie. L'amour avec un grand A, c'est cette énergie d'expansion qui fait que l'univers peut s'expérimenter lui-même et évoluer. On est très très loin de la codépendance émotionnelle. Et une fois qu'on comprend ça, on arrive justement à taper dans ce que tu appelais l'énergie du cœur de façon complètement différente. Parce qu'on n'est plus l'énergie qui s'éveille, en fait, alors, je vais donner un exemple peut-être qui va vous faire rire, mais moi j'étais très fan de Dragon Ball Z, et je le suis toujours. Hein. On est très loin, vous allez me dire, donc c'est un manga qui a toujours énormément de succès. Et donc le héros Son Goku, hein, qui est une espèce de guerrier intrépide mais très naïf et innocent, il a un cœur pur, Son Goku, c'est le seul dans la série Dragon Ball Z. Et puis il est toujours en train de se battre contre des méchants qui sont de plus en plus forts, hein, qui viennent de tout l'univers et tout. Et puis à un moment, il apprend une technique qui s'appelle le Genkin Dama. Alors il y a des enseignements très spirituels quelquefois dans les anciens dessins animés. C'est une fois qu'on y pense après qu'on revient, on se dit tiens, c'était quand même, il y avait beaucoup de profondeur. Et du coup, il a une technique où il fait appel à l'énergie de tous les êtres de l'univers. Parce qu'il sait qu'il est limité par sa propre énergie. Donc il s'est dit tiens, l'ouverture c'est quoi? Il lève les mains d'ailleurs au ciel comme ça et il fait le Genkin Dama. Et là, il appelle l'énergie de tous les êtres. Alors on voit les gens sur la Terre qui lui envoient l'énergie, les gens sur les autres planètes, et puis il recueille toute cette énergie avec laquelle il fusionne. Donc en fait, c'est ça. Où est-ce que vous voulez taper? Est-ce que vous voulez taper dans une énergie hyper limitée qui est restreinte à votre petite sphère, donc à vos codépendances, parce qu'il y a de l'énergie. Quand on se frite avec quelqu'un, on tire une énergie, on tire un espèce. Ou est-ce que vous voulez taper dans l'infini de l'univers? C'est là où il y a un changement de paradigme. Parce que quand le cœur il s'ouvre et qu'il est connecté à cet amour inconditionnel avec un grand A et donc à cet amour universel, c'est une ouverture complètement différente. C'est une extase qui est indescriptible. Elle n'a aucun lien avec la petite émotion qu'on ressent, qu'on pense être l'amour dans la codépendance émotionnelle. Oui. Et qui est souvent d'ailleurs de l'attachement et pas de l'amour. Ah oui, tout à fait. L'attachement, de l'amour amoureux, oui, mais dans la codépendance, c'est de l'attachement. Mais on l'appelle amour. Ouais.
Et le nombre de personnes, je sais pas, quand on vit des séparations et on pense qu'on aime encore l'autre, alors qu'on est en manque. En fait, c'est une chose dans la séparation, mais souvent, c'est plus de l'amour du tout. C'est juste l'attachement, c'est ce fameux lien qui vient anesthésier notre propre douleur, notre propre vide. Et dès qu'il n'y a plus de lien, ça devient insupportable. Et du coup, quand on reste comme ça, centré que sur ça, on souffre. Donc, il y a besoin d'aller, de prendre du recul et de se relier, comme tu dis, d'ouvrir notre cœur à quelque chose de plus grand que nous, le petit terrien qui est en train de vivre cette scène comme dans une pièce de théâtre et dire attends, je vais changer le rôle. Alors c'est pas facile à faire sur le moment, c'est pour ça que il y a besoin de clés évidemment. Hein. Quand on le vit sur Terre, on le vit. Et là, on est en train de se dire, alors peut-être tu nous écoutes et tu dis ouais, c'est bien beau l'amour universel, mais moi quand je vis mon histoire, je suis en train de souffrir. Et oui, et je te comprends. Et ça a du sens. Que tu pleures, que tu sois triste, en colère, en manque, tu n'arrives pas à faire autrement, que tu es en attente que l'autre te rende heureux ou heureuse, mais déjà rien que ça, prends-le, mets-le à la poubelle. C'est-à-dire que on ne peut pas attendre de quelqu'un qui nous nourrisse ou qui nous rende heureux ou heureuse. Et quand on est dans la dépendance, on est dans cette attente-là. On attend que. Et donc tout se fait en fonction de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on donne la clé de notre vie, quelque part, à l'autre et en fonction de son regard, son mot doux, son attention, au contraire son reproche, sa distance, sa vie, en fait, qui vit sa vie, et nous, ça nous conditionne dans notre humeur, à être bien ou pas, dans ton moment de vie qui est là, qui est si précieux, on ne sait pas s'il va y en avoir un autre après. Du coup, tu passes à côté en donnant la clé à l'autre, aux autres, quelle que soit la dépendance, en fait. Aux produits, à l'humain, à ta mère, à ton amoureux, ton amoureuse ou ton ex. Et du coup, et si c'était peut-être, et ça demande un déclic, parce qu'on est dans voir comment on se libère de ça, à mon sens, la première porte, c'est de le décider. C'est d'en avoir conscience et de le décider, parce que personne ne peut décider pour toi. Et de se dire, ok, je vois bien qu'il y a un truc qui dysfonctionne là, je vois bien que c'est ces nœuds dont tu parles, ou ces blessures de l'enfant intérieur, j'en ai conscience. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être seule. Même si dans la vie, on parle dans d'autres vidéos, paradoxalement, tu peux être costaud, courageuse, t'avances et tout, mais dans la tête, tu perds tes moyens et tu te sens seul au monde. Si c'est le cas, la première chose, à mon sens, en tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est aller voir à l'intérieur et le décider. Décider d'aller voir avec cet observateur neutre dont tu parlais, me dire, décider de te relier à plus grand, décider de voir que tu joues un rôle qui est étriqué et que peut-être c'est l'occasion justement de grandir et de sortir de ça. Mais ça se décide déjà. C'est à mon sens, la première étape. Bien sûr, ça se décide et il y a aussi l'acceptation de vivre ces tempêtes, si on peut appeler ça comme ça, ces tempêtes émotionnelles qui nous traversent. Et puis, il faut être conscient qu'il y a une forme d'identification. Et qui souffre? La bonne question à se poser. Parce que quand la tempête, elle passe, elle peut me décoiffer, elle peut me mouiller, elle peut me chambouler, mais elle passe. La tempête, c'est la tempête et moi, c'est moi. Et donc, il y a aussi ce phénomène d'identification à la souffrance et tout ce qui nous touche. On peut subir, on peut être conscient, c'est-à-dire, et c'est humain, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Ça fait partie du jeu, heureusement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas complètement éveillés comme des petits bouddhas. Non, c'est pas ça, je veux dire, c'est pas ça la vraie vie. Donc, il faut accepter de se laisser traverser, même quand il y a ces émotions. Donc, c'est aussi avoir cette connaissance sur ces phénomènes-là et accepter complètement, même si ce sont des émotions noires, etc., qui nous traversent à ces moments-là, de laisser la place, qu'elles circulent, et de les observer pour ce qu'elles sont. Et c'est dans ce phénomène, en fait, c'est dans cette pratique, je dirais, comme tu as dit, il y a la volonté, il y a l'acceptation, et puis il y a la désidentification. Et là, on rentre dans la foi presque. C'est d'avoir la foi que derrière, il y a autre chose que ça.
Et c'est cette foi-là qui nous renforce, quelle qu'elle soit, hein, que ça soit religieuse, la foi tout simplement en Oui. le divin, de façon tout à fait universelle, hein, en dehors même, on va dire, de toute religion. C'est ça qui va renforcer, c'est la force, c'est ça qui va nous permettre aussi d'observer, hein, cette tempête qui passe, en l'acceptant, en tirant les leçons, bien sûr, parce qu'il y a des leçons à tirer, il y a des enseignements à recevoir, et il y a un fruit à cueillir de tout ça. Et petit à petit, bah, c'est ça la sagesse aussi, bah, petit à petit, bah, on se brûle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après un peu moins, et on gère mieux les choses, tout simplement. On devient plus agile, plus évolué quelque part. On sait mieux gérer ce genre de situation. On arrive à mieux identifier parce que souvent c'est vicieux, ça s'installe sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est quand est-ce que tu es conscient que tu crées la codépendance? À quel moment est-ce que tu la poses? Parce que je peux t'assurer que la plupart d'entre nous, on n'en a aucune conscience. On est dévoré et il n'y a aucune conscience de la codépendance émotionnelle dont on parlait, de cet attachement qui est très très fort, de ces ancrages qui sont très forts. Parce que celles-là, elles sont collées à nous, c'est des lentilles en fait. On en croit que c'est nous, alors que c'est pas nous, c'est juste tout ça à poser, à se dire ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Je veux là-dedans, moi. Et oui, on peut s'amuser à le décrire, à l'observer, à se dire voilà, et c'est un vrai travail d'introspection. Mais comme tu dis, il faut vouloir le faire. Et tu sais, dès que tu rentres là-dedans en général, hein, et généralement c'est les endroits où ça pue. Et tu sais, comme quand il y a un furoncle, ben, qu'est-ce qu'on percer le furoncle, ça fait pas plaisir, hein. Je veux dire, c'est pas agréable. Non. Et la plupart d'entre nous, on reste coincé à cette phase-là. On observe, on se dit, ok, il y a un furoncle, il faut percer, c'est plein de pus, mais on préfère tourner autour. Ouais, c'est l'autre qui me et puis on tourne autour. Et ça peut durer toute la vie, on tourne autour, et puis le furoncle il grossit. Et oui, bah, et plus le temps passe, et plus l'âge aussi avance, et plus c'est difficile de faire ce travail-là. Et c'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que le plus tard on s'y prend, le plus dur c'est. Parce que ces systèmes s'installent et sont de plus en plus pernicieux, plus ancrés, plus cristallisés. Moi, j'ajouterais quand même une petite touche d'espoir parce que je trouve que c'est tellement touchant quand on voit des gens d'un âge certain, hein, j'en ai déjà un moi, mais un âge encore plus certain, qui disent toc toc toc, j'ai envie de changer ça. Ah oui, complètement, il n'y a pas d'âge. Oh, magnifique. D'ailleurs, moi, je suis très heureux dans mes retraites. J'ai maintenant jusqu'à 20% on va dire, de participants qui ont plus de 70 ans. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est magnifique. La dernière fois, j'avais un monsieur, m'avait beaucoup touché. Il avait 85 ans. Il s'est mis en face de moi. On était 120 dans la salle. Il s'est mis en face. Et il est resté 2 jours. Il n'a pas bougé. Il m'a dit, je veux suivre, je veux changer. J'ai dit bravo, il faut l'applaudir le monsieur, c'est extraordinaire. Bien sûr qu'il n'y a pas d'âge, mais quand même, il n'empêche que, j'ai dit, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Yes. Ouais. Ça demande du courage. Et plus on est... Enfin, moi, je trouve que ça demande du courage de plonger dans notre cœur et d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Parce que parfois, on lâche, on va dans le vide, on lâche la dépendance, on lâche les béquilles, ou les leurres de béquilles, qui n'en sont pas en réalité. Et le fait d'oser comme ça, aller dire, tiens, moi, je suis décidée, je veux lâcher tout ça, je veux aller dénouer les nœuds dont tu parles, ou aller apaiser ces parties de moi, vraiment m'en occuper. Plus tu plonges là-dedans, plus ça te donne cette foi en la vie, en toi, en ton être, plus tu oses. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et parfois, la vie, elle nous fait vivre des choses très, très dures pour nous inciter à oser y aller, à oser aller dans l'essentiel, à remettre les yeux en face des trous, que ce soit une maladie, un burn-out, une faillite, un deuil, et toutes ces épreuves de la vie, c'est des... Alors quand on les vit, oui, on apprendre à les accepter, à les traverser, à se libérer de ce qui a besoin.
c'est un magnifique cadeau quand on le voit de cette façon-là. Que la vie, elle est facile pour personne. Et si on part du postulat qu'elle n'est pas simple, et qu'en réalité, on a des façons, en l'observant, en observant le rôle, le jeu de cette vie, le jeu dans tous les sens, bah, ça change tout. C'est pas de la magie, mais ça lui donne du sens. Et là, ça devient complètement, ça devient une aventure incroyable. En fait, c'est plus ces lunettes que tu mets des lunettes d'exploratrice et d'explorateur et tu dis waouh, je vais aller découvrir l'être extraordinaire Que je suis et que tu es et que nous sommes. Là, ça change tout. Et là, on en revient au début de ton livre avec le non-jugement, parce que tu peux pas être dans le jugement en partant de cet espace-là. Tu peux être dans l'amour. Et si on imagine, si on fait tout ça, ce job, mais on va co-créer un monde complètement différent. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi parler aussi faut pas oser aussi chercher de l'aide. C'est très important parce que nous sommes là pour nous accompagner entre nous. Il y a le côté aussi fraternel qui est très important, la vraie fraternité, le vrai compagnonnage spirituel. Et c'est de aussi oser dire voilà, à un moment, moi c'est mon travail, c'est ce que je fais. Moi, je fais beaucoup de groupes, je fais pas d'accompagnement individuel, et j'ai des résultats vraiment qui sont bluffants, parce que en 2 jours, 3 jours, il y a des vraies transformations de vie qui se passent, et où on aborde tous ces sujets où les gens s'ouvrent, guérissent, quelquefois de maux physiques, émotionnels, de blessures très profondes, ou tout simplement se transforment. Il y a des transformations qui sont assez extraordinaires. Et donc, il faut oser aussi. Et je sais que, par exemple, les gens qui viennent à mes séminaires, c'est pas facile pour eux. Il faut que je fasse le pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me mettre à nu. C'est ma vulnérabilité que j'amène avec tous ces problèmes. Et c'est là où c'est aussi le travail. À un moment, on a tous besoin de se faire accompagner. Moi-même, j'ai eu beaucoup et je me fais toujours accompagner. Même si j'accompagne des gens, je cherche toujours de l'aide et de l'accompagnement. Sans cesse, ça s'arrête jamais. Ouais. Et du coup, j'aimerais rebondir là-dessus. J'ai conçu, on va dire, un système qui fonctionne très bien sur 3 jours. La retraite s'appelle Reconnect. Et en 3 jours, j'arrive à vraiment traiter tous ces sujets où je mélange beaucoup de travail de groupe, de méditation, de sonothérapie, parce que j'utilise les gongs. C'est des thérapies au Karcher, c'est-à-dire que ça dépote, ça enlève toute couche rapidement. De la danse, où il y a de la joie, on évacue, etc. Beaucoup de discussions. D'ailleurs, tous les sujets de mon livre, c'est des questions qu'on m'a posées durant les ateliers. Donc c'est vos questions, c'est pas les miennes. J'ai répondu à ces questions, j'en ai fait la synthèse dans le livre. C'est des très beaux moments d'échange aussi. Et puis ça permet en fait, ça permet de rentrer dans une sorte de vortex, un catalyseur qui accélère la transformation et la guérison intérieure. C'est ça qui est intéressant, parce que tout seul, c'est difficile. On peut pas y arriver tout seul dans son coin. On peut, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais à un moment, il faut oser chercher de l'aide. Et donc, voilà, je tenais à faire ce petit parallèle sur mon travail, et juste pour le placer, parce que c'est un peu les réseaux sociaux, bien sûr, pour ça. Moi, je suis pas très bon pour ça. Donc ma prochaine retraite... Bien amené, et je trouve que le ensemble, l'équipe, le fait d'être un groupe, pas énormément la puissance du groupe, ça vient te porter et ça vient tous nous aider encore plus ensemble. On est tous dans le même bateau, de toute façon, ce bateau de la vie, et c'est ô combien essentiel, et j'adhère à ça totalement. Parce que moi aussi, je suis une dingue du groupe. Moi, j'accompagne essentiellement en groupe, et c'est des ateliers et des stages que je fais en France, et le groupe aussi en visio, parce que j'aime bien l'idée qu'on peut être n'importe où sur cette terre aussi, et c'est pas la même chose, mais ça amène quelque chose aussi puissant. Mais oui, besoin de se faire aider, et tous comme on est, et c'est ok, il n'y a pas de honte, au contraire. C'est être la vulnérabilité, c'est le plus beau des cadeaux, d'être dedans, évidemment, dans des environnements sécures, bien dedans, où tu poses le cadre, et du coup, tu peux être complètement toi. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire que de suivre des moments comme ça qui vous appellent.
Donc, moi, ma prochaine retraite, j'en fais une seule, là au Maroc, c'est le 7, 8, 9 juin. Donc, c'est dans 2 semaines, à Marrakech, dans un très beau lieu. Et donc, voilà, je serai très heureux pour tous ceux qui veulent franchir le pas. Et je vois aussi des commentaires, on pose beaucoup de questions. La dernière retraite que j'ai faite à Marrakech, en fait, la communauté qui s'est créée était incroyable. Et ils s'écrivent tous les jours sur WhatsApp. Un an après, ils sont soudés entre eux. Ça crée des amitiés nouvelles, très fortes. Il y a une énergie de groupe qui devient très intéressante par la suite. Et en fait, le travail il continue après. C'est ça qui est bien, c'est qu'on rentre dans une dynamique et on en ressort transformé, on en garde. Et je propose après un suivi vraiment pour qu'il y ait une discipline quotidienne, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Après, voilà, il faut C'est un rigueur, job. il faut avoir le côté rigueur et suivre après, mettre en application ce qu'on a appris. Sinon, moi, je ne sers à rien. Je le dis souvent. Si vous ne mettez pas en application ce que vous avez appris, le rôle de l'enseignant il disparaît. Ça devient, voilà, moi, ce qui me nourrit et ce qui me nourrit mon cœur, c'est quand je vois les personnes se transformer par elles-mêmes. C'est ce qui est le plus beau. C'est de voir, c'est justement dans sa pleine liberté, sa pleine autonomie. C'est le plus beau cadeau que l'univers nous offre en tant que guide et qu'enseignant. Et puis voilà, je crois, presque 7 ou 8 000 personnes qui ont participé à mes événements depuis que j'ai commencé. Et je commence à avoir des statistiques qui sont très intéressantes. Et, euh, et voilà, c'est un peu ma mission. C'est parce que je fais ça, je suis beaucoup plus efficace en live, en vrai, Que derrière l'écran. que derrière l'écran. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Et puis, il y a le côté énergie, c'est-à-dire que c'est là où vraiment le travail se fait. L'écran, c'est le début. Et donc voilà, je serais très heureux et aussi de t'accueillir si tu es invité, bien sûr, à participer. Et puis toi aussi, si tu fais des choses en France, on pourrait aussi. Yes, moi j'anime, mon dada à moi, donc c'est l'amour avec un grand A. Ah, super, je te rejoins complètement. Évidemment, c'est un peu, je me définis comme une inspiratrice d'amour. Alors ça fait un peu bizarre, mais je le sens comme ça, c'est mon ADN. Et pour ça, la vie m'a challengée évidemment sur le plan de l'amour avec un petit A. Oui, tout à fait. Aller voir et s'ouvrir vers le grand. Et donc moi, je fais des stages pour les couples parce que je trouve que c'est une connexion de cœur à cœur. C'est magnifique dans l'authenticité, la vulnérabilité. Donc, et on nous a pas appris et ça s'apprend. Et du coup, aujourd'hui, je suis en mode beaucoup prévention. N'attendez pas que la maison brûle pour apprendre. Et prenez des clés dès le début. Et c'est quelque part un job et une responsabilité. Tiens, quel partenaire j'ai envie d'être? Quelle histoire j'ai envie qu'on peut coécrire ensemble? Comment on peut grandir ensemble à travers la relation? Et ça, c'est passionnant. Et puis des stages d'amour de soi et de sortir de la dépendance affective parce que ça a été mon chemin de vie à moi, d'être dans la dépendance sans m'en rendre compte au début. Donc c'est assez... Quand le voile il s'en va et tu dis « Ah oui, mais c'était pas de l'amour, c'était juste que tu en besoin d'eux, tu n'avais pas envie d'être en relation, mais tu avais besoin, et ce besoin, quand tu apprends à le nourrir toi-même, ça te change la vie. » Et donc moi en tout cas, mes invitations, elles sont dans ce sens-là. Ça c'est en groupe et le reste se fait dans des parcours en visio avec, comme j'étais enseignante dans une autre vie, avec du e-learning. J'aime bien à 2h du matin me dire que tiens, il y a une capsule qui peut aider quelqu'un à se dire, là, je vais guérir mon cœur à cet instant et apprendre ce chemin. Du coup, moi, tout ça... Il y a beaucoup de questions qui défilent. Donc, ton prochain événement, c'est quand? Le prochain est le 14 juillet en présentiel. D'accord. 14 juillet, c'est pour les couples. 16-19 juillet, c'est uniquement pour les célibataires parce que c'est pas rencontrer l'amour, ça arrivera ça, enfin attirer l'amour, mais c'est célibataire, c'est séparation, se reconstruire après une séparation. Comment on peut justement accueillir et accepter cette épreuve pour justement se rencontrer et faire le deuil de notre ancien nous. Donc il y a un stage de séparation.
14-16 juillet, et puis, non, 14-16, 16-19, séparation, et 19-21, sortir de la dépendance affective. Et celui-là, exceptionnellement, il est que pour les femmes à cet instant-là. Et sinon, c'est en ligne tout le reste. Et en tout cas, toi qui es derrière l'écran, vraiment, je t'invite du fond du cœur à oser te rencontrer. Parce que c'est juste... t'es un être extraordinaire. Et t'as peut-être juste à nettoyer tout ça et à l'enlever et à vivre vraiment ta vraie vie, pas celle que la société, l'éducation, le voisin a voulu pour toi. Et des retraites comme ça, et c'est beau ce que tu mets en place, de transformation. Et tu gagnes, je crois, à mon sens, tu gagnes quand tu vas dans des groupes avec un cadre et avec une personne dont tu ressens l'énergie, et tu te dis, ah, j'ai un appel. Tu gagnes des années de vie. Des années, c'est un accélérateur de conscience. Donc là, j'ai vu beaucoup de questions défiler. Donc pour moi, c'est le 7, 8, 9 juin à Marrakech. Donc il faut juste aller sur les liens sur Instagram ou les autres réseaux sociaux. Il y a un numéro de téléphone pour s'inscrire et une page voilà d'inscription. Donc c'est pas très compliqué. Et il y a mon collègue Vincent qui est là pour répondre aussi à toutes vos demandes et vos questionnements pour vous aider à organiser votre voyage. Marrakech, c'est un peu plus compliqué pour la France. Il y a un peu plus de logistique, mais c'est très facile. Hein. C'est pas compliqué. Il y a juste à prendre. Voilà. Et l'avion, il y a juste à prendre un avion. C'est pas trop cher. Et puis c'est bien parce que ça permet une vraie déconnexion. Ouais. Ça crée vraiment cette bulle dans laquelle on peut vraiment faire ce travail ensemble. Donc n'hésitez pas. Et voilà, je serais très heureux de vous trouver et de vous retrouver là-bas. Et voilà, ce qui est beau, c'est qu'on forme une grande famille après un événement comme ça. Et on en ressort, comme tu dis, avec ce cadeau de mieux se connaître. C'est la connaissance de soi, de se donner du temps, de s'offrir du vrai temps de qualité. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Et puis, c'est aussi aussi en termes d'efficacité et d'efficience, hein, c'est un des meilleurs moyens de progresser aussi dans sa propre vie, que ce soit ses challenges professionnels, personnels, ses souffrances, ses problématiques internes. Donc voilà, je serais très ravi de vous accueillir. Puis j'ai vu d'autres questions sur le livre. Donc, alors, mon livre est disponible dans tous les pays francophones, en librairie et sur plusieurs sites, Amazon, Fnac, et il faut voir, je crois qu'il y en a d'autres, hein, j'ai vu. Mais en tout cas, voilà, il est disponible en ligne et en librairie. Et pour le Maroc, il sera disponible d'ici une vingtaine de jours, le temps que les bouquins arrivent et qu'on puisse les distribuer au Maroc. Avec le thème. Ouais. Excuse-moi, t'as sauté, j'ai pas entendu ta dernière phrase. En lien avec le... S'ils avaient des questions aussi en lien avec bien le sûr, thème, tout à fait, bien sûr, oui. En fait, on voit les questions, elles vont très vite. Il y a beaucoup de questions. Donc, il y avait surtout des questions sur les retraites. Et bien sûr, on va prendre un petit moment pour répondre à vos questions sur le thème. Il y a quelqu'un qui te dit si tes stages sont sur Paris. Non, sur Montpellier, parce que moi, je suis une dingue de la nature. Et j'ai choisi un lieu en plein dans la nature, où on est au milieu de la nature et faire les stages. Et moi, je vis à Marseille, j'ai pas trouvé ça à Marseille, donc je fais ça à Montpellier, pour l'instant. Pourquoi pas peut-être au Maroc ou ailleurs, parce que moi, je me sens citoyenne du monde. Je suis une citoyenne du monde, amoureuse de la vie. Donc, tous les lieux où il y a une énergie, de la nature, ça m'appelle. Est-ce que vous avez des questions en lien avec la dépendance, avec ce too much, avec ces liens, avec ces manques? En avez-vous conscience ou pas? Où vous en êtes? Là, tout d'un coup, les...
Donc, comment sortir de cette dépendance? Ouais, justement. Comment peut-on être ami avec son ex? Ok. Je trouve cela théorique comme pratique. Comment faire pour avoir les outils pour sortir? Comment se libérer de l'attente des messages? J'ai du mal à gérer les gros moments de solitude. À quel moment est-ce son choix de conscience et pas de la codépendance? Ok. Comment détecter la truc? Comment changer la chimie du cerveau? Ok. C'est pas mal ça. Ah oui. Quels sont les signes de la dépendance? Ça a changé ma vie quand j'ai réalisé que j'étais dépendante affective. Yes. Ok. Du coup, on va prendre comment accepter l'autre au risque de le perdre plutôt qu'il déclenche chez nous cette dépendance. Yes. Alors, en tout cas, moi, ce qui me vient là comme ça, déjà, c'est à mon sens, en tout cas moi, le jour où je suis tombée en amour pour moi, ça peut faire bizarre, j'ai eu un bug un jour et c'était pas mon ego, j'ai vu autre chose que mon être, que mon corps, quoi, dans la glace en sortant de la douche. J'ai ressenti une plénitude dedans, quelque chose de doux. Et je crois que le jour où j'ai pris conscience que j'étais sur ce chemin d'amour de moi, c'est le jour où j'ai plus eu peur de perdre l'autre. Parce que j'ai trouvé moi. Et il est vrai, donc je comprends ta question et elle a du sens parce que quand on est dans cette codépendance, évidemment qu'on a peur de perdre la personne ou le truc dont on est dépendant. Parce que justement, on a l'impression que notre vie dépend d'eux. Alors que notre vie ne dépend pas. Tu as vu, quand tu te sépares et que tu es dépendant affectif, par exemple, tu continues à vivre, elle s'est pas arrêtée ta vie. Mais évidemment, tu as toute la tristesse, la colère, etc. Donc, à mon sens, déjà, comment en sortir? C'est se rendre compte et être décidé à reprendre les rênes de ton cœur et à sortir du petit personnage qui est là-dedans. Donc déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le décider, donc l'accepter, le décider. Et ensuite, il y a tout ce que disait Moundir, il y a tout un chemin à faire où on a besoin d'aide parce que c'est des réflexes, c'est des mécanismes, c'est des formatages inconscients qui sont là. Et derrière cette dépendance, il y a un manque. En tout cas, moi, je l'attribue à une blessure, à un vide intérieur qu'on anesthésie avec quelque chose, en fait. On se fuit nous-mêmes parce que c'est pas confort de ressentir ce vide. Et ce vide, en tout cas pour ma part, de ce que j'en ai compris et dont j'ai avancé, c'est derrière d'être abandonné, cette peur d'être rejeté, c'est ces blessures qu'on va appeler symboliquement de l'enfant intérieur, de notre éducation, de ce qu'on a vécu dans notre vie. Et en fait, il y a vraiment besoin d'aller soigner cette part de nous. Ouais. Plein d'approches, plein de façons de reconnexion au cœur, comme ce que tu proposes, d'approches différentes. Moi, je suis aussi hypnothérapeute, donc je vais utiliser l'hypnose ou d'autres choses. Donc, tu as 100 000 thérapeutes sur cette terre aujourd'hui pour t'aider. Il y a vraiment besoin, c'est un soin, quoi. C'est une blessure, on va voir un médecin. C'est une blessure de l'être, c'est une blessure de l'âme. Et le fait d'aller, déjà d'en avoir conscience, d'accepter, et ensuite d'aller t'en occuper toi, et pas attendre que quelqu'un vienne nourrir ce vide, déjà, ça, c'est énorme et c'est le chemin, je pense. En tout cas, ça fait partie du chemin. Pour en revenir à ton livre, le chemin de rencontre vers toi, avec un grand T, ton grand soi, ou je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, ça allait guérir ton cœur. Et moi, il y a quelque chose que j'adore dans la réparation du cœur qui a contribué à guérir le mien et les personnes que j'accompagne. Ça va paraître un peu bizarre dans la phase que tu vis, je ne sais pas laquelle si tu es dans de la colère ou de la tristesse, c'est le pardon. Pardonner, apprendre à se pardonner déjà à soi, déjà à nous-mêmes, de dire que je me suis mis dans cette situation, l'humaine que je suis, j'ai réagi comme ça, tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu avais entre les mains au moment où tu l'as fait. Et donc c'est tout un chemin en conscience de guérir sous différents formats, ton cœur, tes bobos, dénouer ses nœuds et à pardonner, te pardonner pour ensuite vraiment
être dans l'ouverture du cœur. Et après, petit à petit, ce que tu disais tout à l'heure, après les stages, il y a des choses à mettre en place. C'est un job, c'est un travail sur nous. Et des choses comme la gratitude, comme reconnaître ce qu'on a, comme apprendre à prendre du recul, comme apprendre à gérer ses émotions, que ce soit la méditation, l'EFT ou plein de choses différentes qui vont t'aider à aller nourrir cette partie de toi, toi-même. Tout à fait. Et puis il y a beaucoup de questions, je vois, qui parlent de rechute. Parce qu'il y a eu 20 questions depuis que tu as commencé ta réponse, ou 30. Et effectivement, on parle souvent du phénomène de rechute. Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que voilà, on essaye, et puis on rechute à chaque fois. Et là, moi, je vous donnerai un éclairage assez simple. Il faut de la patience aussi, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Une blessure, les blessures, ça prend du temps. C'est comme quand on se blesse physiquement, dépendamment de la taille de la blessure, ça met X ou Y jours. Donc il faut être conscient, hein, et on est dans une civilisation de l'impatience aussi. On a perdu cette vertu de la patience, qui est une des vertus les plus importantes dans le cheminement vers soi. Donc il faut aussi accepter de rechuter, de retomber, de refaire le point, de refaire une synthèse, de refaire le constat, de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, et savoir que on va rechuter plusieurs fois. C'est pas possible de se libérer du jour au lendemain. Il y a des moments où il y a des accélérations. Hein, c'est ce que j'appelle, c'est comme quand je vous ai parlé, quand on se réunit entre nous, il y a un travail, il y a des vortex, une forme de transformation, de catalyse. Mais quand même, voilà, c'est le chemin, c'est ça aussi, hein. C'est d'accepter de tomber, de revoir sa part d'ombre, de la constater, de faire la paix avec, de se relever et d'avancer. Et il y a en arabe, il y a un des versets coraniques qu'on utilise beaucoup ici, qui nous dit fatawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. C'est-à-dire que Dieu nous arme de vérité et de patience. Et c'est vrai que ce sont deux vertus qui sont essentielles dans ce cheminement. Oui, et je crois que ce chemin, il n'est pas linéaire, il est cyclique. C'est-à-dire que la vie, elle est cyclique. Donc, quelque part, c'est un peu comme des poupées russes. On ne pourrait pas aller directement à la blessure initiale, ça serait insupportable, on ne pourrait pas le supporter en tant qu'humain. Et du coup, on va d'une poupée à une autre, et au fur et à mesure, on a accès, comme ces pelures d'oignon qu'on va, on va dire en développement personnel, on va accéder petit à petit au cœur de la blessure qui serait pas supportable directement. Et quelque part, moi j'aime bien prendre la vie comme un jeu où chaque épreuve qui arrive, c'est comme un test. Alors là où j'en suis par rapport à ça, tiens, j'en suis où par rapport à ma blessure de rejet là? Quand j'ai ces lunettes où il y a écrit rejet, où je vois tout avec ça, c'est comment là maintenant? Maintenant que j'ai été soignée à un autre niveau de moi. Et petit à petit, et c'est cyclique et c'est des tests. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, moi j'aime bien me dire que ça a un sens et qu'il y a toujours une fonction utile. Et du coup, quelle est-elle à travers cette situation? Et ça nous fait prendre conscience et avancer au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça demande une forme de courage et de foi et de patience. Et de ne pas se victimiser, parce que souvent quand on est dans ces schémas de blessures, de rejet ou d'abandon, au début, quand on n'est pas en conscience, moi j'étais une championne de la victimisation. Je me victimisais. Donc je jouais ces rôles de victime, de bourreau, puis après j'ai passé à celui de sauveur. Et il n'y a personne qui peut sauver personne à part soi-même. Mais ce triangle-là, on le joue aussi. Tout à fait. C'est de prendre du recul par rapport à ça et de se dire, je suis pas en train de faire la victime là. Et si j'en sortais? Et donc tout ça, c'est un apprentissage qui demande déjà d'avoir conscience de ça et d'avancer sur ce chemin à ton rythme. Alors, Ahmed, pour conclure, j'ai eu en fait une mémoire qui m'est venue, et en fait j'ai écrit un poème sur les dépendances. Je l'ai sorti là sur mon ordinateur en 2015. Et je l'avais pas lu depuis. Donc j'ai une casquette de poète. J'ai écrit beaucoup de poèmes. Et il est un peu tordu d'ailleurs. Donc en fait c'était sur les dépendances dans leur
globalité. Et donc, Ouais. je me suis lancé et je pense peut-être ça peut être une belle façon de clôturer notre Yes. exercice. Et vraiment, je vois que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes sur les commentaires. Donc vraiment, en tout cas, moi, j'ai été très heureux de faire ce live avec toi, Amel, et de pouvoir partager cet amour avec un grand A que nous portons dans nos cœurs. Et donc, je vais lire le poème. Excusez-moi, Yes. je regarde l'écran de l'autre côté, hein, donc c'est pas que je vous vois pas, je vais essayer de le mettre un peu à côté. Dépendance. D'indifférence en interférence. L'être en contenance se complaît d'être contenu dans l'absolu superflu. Des dérisions aux mille raisons. Les déraisons sans opinion cachent en elles ce que celle de plus belle du désenchantement désappointé. N'as-tu vu, n'as-tu pu te rendre à ton insu, au méandre des délices, à l'esquisse des supplices? Dépendance, dépendance, tant de soutenance, soutenant le confus, agrégeant le diffus. Dépendance, dépendance, matérialité lancinante. Dépendance, dépendance, absoluité abstinente. Tu passes à ton doigt ton ipséité échinée, tu enrobes ta chair d'une putride gaieté. Engoncé dans tes sens, le sens du labeur perd tout son sens, au détriment de ta patience. Dépendance enchaînée, destin alvéolé, délivrez-moi de votre joug, acquittez-moi de vous, de moi, de nous. Voilà. C'était le 20 octobre 2015. C'est beau. Il est un peu tordu, hein, quand même. Alors c'est à relire, à reprendre. beaucoup de fois. Mais c'est beau. Il y a une douceur qui sort. Il y a une douceur en tout cas qui sort. Moi j'avais envie de clôturer déjà, de te remercier aussi de ce partage, cette co-animation du cœur. Et j'avais envie de clôturer sur une micro-méditation du cœur. Vraiment juste là qui me vient. En plus, on est en pleine lune demain. Et donc, toi qui es derrière l'écran, en tout cas, je t'invite à pas être surpris s'il y a des choses qui remontent. Parce qu'elle est vraiment là, cette énergie, pour nous aider à nous libérer. Et parfois, elle nous remonte le truc qu'on n'a pas trop envie à la surface. Et quelque part, si c'était l'occasion, là, ce jour de pleine lune demain, elle est déjà très belle, là. Demain, c'est le 23. Et d'en profiter pour être vraiment dans ton cœur et un peu comme si dans cette énergie, tu as cette intention de nettoyer, d'apaiser, de soigner, de guérir toi-même grâce à cette énergie-là, un peu comme si tu pouvais faire une demande. Et je t'invite juste à prendre une bonne inspiration et en portant ton attention sur ton cœur, sur cette douceur, sur la vie en toi, peut-être même l'entendre délicatement, cette voix du cœur, cette douceur, qu'est-ce qu'elle te dit? Parfois on l'écoute pas et pourtant c'est notre être qui s'exprime à travers ça, par ta présence, par ce pourquoi tu es là, toi qui es un être exceptionnel, qui mérite de t'aimer, qui mérite d'être aimé, qui mérite d'aimer. Et juste être à l'écoute de ton cœur, cet instant, à respirer dans ton cœur. Peut-être que tu peux associer une couleur qui évoque la douceur, quelque chose comme un câlin où tu peux toi-même te câliner et honorer la belle personne que tu es parce que tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as entre tes mains à chaque instant. Et cette intention de mettre de la douceur, de la conscience, de la lumière dans ton cœur et ressentir comment c'est pour toi cette présence, ta présence unique avec ton essence, cet instant. Donc, je t'invite à te remercier pour qui tu es et pour tout ce que tu as parcouru jusqu'à présent.
et d'être doux et douce avec toi. Je t'envoie beaucoup de douceur et beaucoup d'amour avec un grand A. Tous ensemble. Même si on n'est pas ensemble dans la même pièce, on est tous en connexion à cet instant, sur ce chemin, le chemin qui est là matérialisé dans ton livre. Merci. Merci. Et puis, nous vous souhaitons bonne chance chacun dans vos chemins respectifs. Merci pour cette très belle méditation. Merci. Et à vous, et on espère vous revoir très bientôt. Et pour le travail et toutes les personnes que tu aides aussi. Et, Merci. Merci pour vos messages. Merci. Merci. On fait beaucoup de beaux messages. Ouais, c'était très beau. Merci. Bye bye. Merci.